En 1864, Marie-Thérèse de Soubirans, fondatrice de la Congrégation des Sœurs de Marie Auxiliatrice, crée la première maison de famille pour héberger les jeunes filles des campagnes qui s'expatrient vers la ville pour travailler. En 1872, une maison de famille est ouverte à Paris, rue de Maubeuge dans le 9e arrondissement. 3 ans plus tard, les religieuses inaugurent une société de secours mutuel pour permettre aux jeunes travailleuses malades de recevoir gratuitement, moyennant une cotisation d'1 sou par jour, l'hospitalité et les soins pendant un mois. Un grand nombre de jeunes filles en hospitalité sont atteintes de maladies des voies respiratoires. Or, l'article 18 des statuts stipule: la société n'admet pas les jeunes filles qui, à la première visite du médecin, sont reconnues atteintes de maladies chroniques. Cette première brèche faite à l'article 18 des statuts en entraîna d'autres, mais l'hospitalisation à la rue de Maubeuge ne pouvait être que provisoire. À partir de 1877, la société de secours mutuel loue à Livry, en bordure de la forêt de Bondy, 4 petits pavillons de chasse qu'elle aménage. Les poitrinaires sont isolés et soignés, 15 lits sont ainsi mis en service. C'est la première ébauche de sanatorium. Très rapidement, le nombre des demandes grandissant, le docteur Lefebvre cherche une propriété à acquérir non loin de Livry. En 1881, le château rouge de Villepinte, avec son parc de 8 hectares, est à vendre. Les murs en briques de ce bâtiment, qui remonte à la fin du règne de Louis XIII, lui ont valu ce nom. Les religieuses de Marie Auxiliatrice se hâtent d'en faire l'acquisition. Elles créent une société distincte de celle du secours mutuel. L'œuvre de Villepinte voit le jour. Elle sera reconnue d'utilité publique le 14 février 1920. Le Château Rouge devient l'asile Sainte-Marie, le mot sanatorium n'étant pas encore employé à cette époque. Les religieux sont procédés immédiatement à la transformation des diverses pièces du château et installent 32 lits dans celle du premier étage. C'est dans la chambre de maître, la plus gaie et la mieux exposée, au levant et au midi, que sont installés les plus malades, celles qui ne peuvent aller que très rarement dans le parc. Le 19 mars 1881, la maison est ouverte aux 32 jeunes malades, soignés par 8 religieuses, qui logent elles dans les mansardes. En 1882, l'œuvre achète la ferme attenante au bâtiment pour l'aménager. En l'espace d'un an, le nombre de lits passe de 32 à 66. En 1884, une vaste grange est transformée tout spécialement pour recevoir une trentaine d'enfants nés de parents tuberculeux. C'est la fondation Auchon-le Fuel. Avec elle débute un aspect important de l'œuvre de Villepinte, la préservation de l'enfance. À la suite du voyage à Londres en 1886 du docteur Cadier pour étudier sur place les hôpitaux modèles, l'hôpital sanatorium va se transformer. La même année, une construction nouvelle, le pavillon des Tourelles avec façade sur rue, s'élève à l'emplacement d'une partie de la vieille ferme. En 1888, un jardin d'hiver est aménagé où les jeunes malades accèdent directement de leur dortoir pour y respirer l'air embaumé des plantes résineuses et y recevoir leur famille. En 1889, un pont vitré relie le vieux château au nouveau bâtiment pour faciliter le service. Entre 1890 et 1892, on construit le bâtiment de la chapelle, dans lequel seront au rez-de-chaussée la cuisine et les réfectoires. En 1896, l'aile du Château Rouge est prolongée par un bâtiment pour les malades du troisième degré. À la fin de l'année 1897, tous les bâtiments en projet sont terminés. Entre 1886 et 1897, le nombre de lits a été plus que doublé, passant de 134 à 290 lits. Les projets d'aménagement s'enchaînent. En 1910, le rapport du docteur Barth signale la réalisation de plusieurs projets. Un ascenseur a été construit. À chaque étage, des cures d'air, vastes pièces vitrées habitables en toute saison. Un pavillon d'isolement comprenant 3 services distincts avec leur annexe en cas d'épidémie. Des communications directes aménagées dans les sous-sols pour le transport rapide et à couvert. Une installation tout à fait moderne procure l'éclairage électrique à peu de frais et la stérilisation de l'eau par l'ozone. La tuberculose serait aussi vieille que l'humanité, elle est connue et décrite depuis l'Antiquité. Ce n'est qu'en 1882 que Robert Koch découvre le bacille de la tuberculose et en 1895 que Röntgen découvre les rayons X qui facilitent beaucoup le diagnostic et le dépistage. C'est en 1921 que les médecins Calmette et Guérin mettent au point le vaccin BCG. Les traitements ne vont cesser d'être de plus en plus efficaces avec la découverte notamment de la streptomycine et de la pénicilline. Au sanatorium, un laboratoire de bactériologie est créé dès 1898 pour mieux suivre les effets des traitements.
Une salle d'hydrothérapie est également installée en complément des traitements. La construction de cures d'air est lancée en 1903 car, comme le souligne le docteur Gouel dans un rapport du 1er juin 1898, tous les médecins qui s'occupent de la tuberculose sont unanimes à mettre en première ligne l'air pur qu'on aspire à plein poumon, qui fortifie le sang et le renouvelle. Ces cures d'air sont de vastes tribunes couvertes, semblables à celles des champs de course. Fermées au nord, elles ouvrent plein sud et des stores de toile permettent, lorsqu'on les déroule, de tempérer l'ardeur des rayons du soleil. Les malades restent allongés sur des chaises longues disposées sur des gradins. Confié en 1904 à l'architecte Conchon, un projet de bassin filtrant est réalisé au fond du parc pour permettre l'écoulement et la désinfection des eaux résiduelles. Le docteur Gouel nous présente cette installation dans un rapport du 7 juin 1905. Les eaux usées sont conduites sous terre au bassin filtrant. Elles traversent les divers appareils nécessaires à leur transformation et vont ensuite se répandre dans les fossés qui longent le parc. Elles sont alors dans un si complet état d'épuration qu'elles peuvent supporter avec un plein succès l'analyse la plus sévère au point de vue bactériologique. Les journées au sanatorium se déroulent toujours selon le même horaire, la régularité étant l'un des éléments de la cure. Le réveil s'effectue à 8 heures. La matinée est consacrée aux soins et au ménage. Le déjeuner est pris à 11h15 précise. L'après-midi, de 13h à 18h, est dédié à diverses activités, comme la lecture, la promenade ou bien encore la couture. Les malades soupent à 18h avant de se coucher à 20h. Toutefois, les activités sont variées et se déroulent le plus possible à l'extérieur pour profiter du bon air de Villepinte. Pour divertir ces jeunes filles et égayer leur quotidien souvent pesant, des animations sont proposées au cours de l'année, telles des banquets ou bien une kermesse. En 1920, l'immeuble situé de l'autre côté de la rue est à vendre. Mademoiselle de Sartige l'achète et en fait don à l'œuvre de Villepinte. Cet immeuble a été construit pour abriter les novices de la congrégation des pères de Picpus à la fin du XIXe siècle. La loi du 7 juillet 1904 interdit et dissout les congrégations enseignantes, contraignant les pères à fermer leur établissement. Il devient alors propriété de l'État et sert de foyer maternel. Pendant la Première Guerre mondiale, il devient camp de repos pour les soldats du front, puis sanatorium pour les soldats gazés. Des transformations s'imposent avant l'ouverture du pavillon. L'acquisition de la Villa Nathalie, propriété voisine, permet d'agrandir le jardin. Grâce aux subventions de l'État, on installe une lingerie-buanderie, une cuisine centrale pour les deux établissements qui sont désormais reliés par un souterrain, des bassins filtrants et une tour d'eau. Le 30 octobre 1922, le pavillon Saint-Louis ouvre 3 services réservés aux femmes et 3 services destinés aux enfants, comprenant des dortoirs de 30 et 40 lits. Ce nouveau pavillon augmente de plus de 200 lits la capacité d'accueil. Les établissements Sainte-Marie et Saint-Louis sont certes 2 bâtiments, mais ne forment qu'un sanatorium avec près de 50 ans d'histoire commune. Revenons tout d'abord sur le pavillon Saint-Louis. En 1926, 3 galeries de cure d'air et une salle de cinéma-théâtre au sous-sol sont aménagées. En 1929 est fait l'acquisition de la ferme située entre Saint-Louis et la rue. Tout est démoli aussitôt et permet de réaliser un très beau jardin en croix de guerre avec une entrée principale sur la rue. En 1940, à l'arrivée des Allemands, les malades sont évacués dans les souterrains. En dépit des difficultés matérielles de l'occupation allemande et des bombardements, le sanatorium continue de fonctionner. Entre 1952 et 1953, on opère une nouvelle répartition des malades entre les deux établissements. Les malades bacillaires, c'est-à-dire contagieux, sont accueillis à Saint-Louis et les non-bacillaires vont à Sainte-Marie. Revenons maintenant sur l'établissement Sainte-Marie. En 1923, au-dessus de l'ancienne cuisine, une construction de 2 étages s'élève, appelée le monastère. Il est réservé aux religieuses. Les locaux qu'elle quitte sont vite occupés par 50 malades. À partir de 1962, les dortoirs sont supprimés au profit de chambres à 1 et 3 lits. En 1964, Sainte-Marie voit la création d'un service de personnes âgées, le regroupement des adolescentes, la création d'un service de tuberculose extrapulmonaire et d'ateliers de bricolage. Les traitements s'améliorant, le nombre de malades diminue et le 30 juin 1971, toutes les malades sont regroupées à Sainte-Marie. Le pavillon Saint-Louis ferme ses portes la même année et est détruit en 1981.
Il est remplacé par des pavillons bas destinés à accueillir des adolescents et des adultes déficients intellectuels dans un foyer de vie. Dès 1975, le sanatorium de Villepinte fait une reconversion partielle. Le 11 février 1975, les premiers malades, hommes et femmes atteints de cancer, entrent dans le service Sainte-Cécile au troisième étage. Quelque temps plus tard, la direction de Sainte-Marie passe à un directeur laïque, mais les religieuses demeurent infirmières et aides-soignantes dans chaque service et à la pharmacie. Quelques sœurs aînées font du bénévolat pour visiter les patients et rencontrer les familles. Dès 1988, un projet de nouvelle construction est lancé. L'établissement hospitalier Sainte-Marie intègre les nouveaux locaux le 26 mars 1991. Courant de l'année 2009, des démolitions modifient le visage de l'établissement hospitalier Sainte-Marie. Le pavillon de la buanderie, situé derrière l'église, est rasé. Ceux de la cuisine et du CEF du personnel subissent le même sort, ainsi que celui de la pharmacie. Le rez-de-chaussée et le premier étage du bâtiment de l'ancien sanatorium sont restructurés. Une petite communauté de religieuses de Marie Auxiliatrice reste près de Sainte-Marie, dans un bâtiment qui lui est octroyé.